de valoriser leur production pour se faire racheter par les grandes compagnies pétrolières de ce monde. Ainsi, par exemple, en juin 2010, Exxon a acquis une compagnie moyenne, XTO, qui produisait du gaz de schiste en Pennsylvanie pour la somme de 35 milliards de dollars, ce qui fait saliver beaucoup d'autres petites compagnies qui rêvent de se faire acheter. Deuxièmement, dans ce cadre de bulle de production où chacun essaie de valoriser ses permis et mène à un prix du gaz très faible, on se retrouve à déstabiliser complètement le marché parce que le prix du gaz naturel étant tellement moins cher que le pétrole, les gens qui utilisent le mazout pour se chauffer se tournent maintenant vers le gaz naturel. Et ce qu'on observe depuis quelque temps, c'est que même l'industrie du transport n'est pas isolée de cette révolution-là et les industries du camionnage commencent à regarder avec grand sérieux la possibilité de transférer leurs camions à une technologie qui utilise le gaz naturel liquéfié. On le voit par exemple au Québec où même des subventions ont été mises en place pour favoriser l'utilisation du gaz naturel. Et des compagnies sud-africaines comme Sasol, qui se spécialisent dans la fabrication de pétrole synthétique, prévoient s'installer en Amérique du Nord pour fabriquer ce produit non pas à base de charbon, comme ils le font en Afrique du Sud, mais bien à base de gaz naturel, qui même avec une efficacité de 50%, c'est-à-dire que 50% de l'énergie est perdue au moment de la transformation, parviendrait quand même à faire du pétrole à 50 $ le baril, soit la moitié de ce qu'on paye aujourd'hui. Un procédé extrêmement rentable économiquement, même si c'est très endommageable d'un point de vue environnemental. On le voit, le gaz naturel est en train de bouleverser la relation en Amérique du Nord qu'on a avec le pétrole, avec le gaz naturel et le charbon. Et ça s'arrête pas là, parce que cette révolution-là touche aussi les énergies renouvelables. En effet, le gaz naturel, au prix où il est présentement, nous permet de produire de l'électricité à environ 5 ou 6 sous le kilowattheure, beaucoup moins que ce que nous coûtent les nouveaux projets hydroélectriques, beaucoup moins également que ce que coûtent les projets d'énergie renouvelable non conventionnels, si on veut, que sont le solaire et l'éolien. Ce qui fait qu'on a assisté depuis 2 ans à l'élimination et à la disparition systématique des grands projets d'énergie renouvelable en Amérique du Nord pour ne plus laisser que le gaz naturel. Au début de 2011, après l'accident de Fukushima au Japon, de nombreux analystes ont annoncé la disparition des grands projets nucléaires en Amérique du Nord, expliquant ceci par la peur qu'on avait du nucléaire. Or, ces analystes se sont trompés parce que déjà avant, les grands projets nucléaires étaient sur la voie de sortie en Amérique du Nord parce qu'ils ne sont pas compétitifs avec du gaz naturel à 5 cents le kilowattheure. On se retrouve donc aujourd'hui en Amérique du Nord avec une élimination presque systématique de tous les transferts vers les énergies renouvelables, les énergies propres, et une concentration du développement de l'industrie du gaz naturel pour la production d'électricité. Malheureusement, cette histoire-là n'est pas réservée à l'Amérique du Nord. On observe l'impact du gaz de schiste partout sur la planète. Et c'est intéressant de voir comment cet impact-là survient. Dans un premier temps, alors que l'Amérique du Nord prévoyait construire ses ports méthaniers, évidemment, de l'autre côté, les grands producteurs de gaz naturel devaient aussi s'équiper d'infrastructures d'exportation. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, au Qatar, qui a dépensé des milliards de dollars pour construire des ports méthaniers visant l'exportation, et qui s'est retrouvé à partir de 2009 avec aucun client. Les États-Unis n'ont importé aucune molécule de gaz naturel du Qatar en 2009, malgré des prévisions très importantes. Le Qatar se retrouve donc avec un surplus de capacité de production et d'exportation et il se tourne vers l'Europe et l'Asie et dit « Moi, je peux vous vendre le gaz naturel à un prix nettement inférieur à ce que vous payez. » Déjà, on sent la pression qui arrive, les tensions qui arrivent sur le marché. À travers ça, les Européens et les Asiatiques s'aperçoivent bien qu'en Amérique du Nord, le gaz naturel est plusieurs fois moins cher que ce qu'eux payent dans leur contrat à long terme avec la Russie,
avec les producteurs en mer du Nord, avec les producteurs au Moyen-Orient. Et on assiste donc à une renégociation de ces contrats-là qui risque de faire baisser le prix du gaz naturel ailleurs dans le monde. Ça ne s'arrête pas là. Les pays qui disposent de shale gazifères sont intéressés à développer leur indépendance énergétique et à produire du gaz naturel localement. Or, contrairement au gaz naturel conventionnel, dont la distribution est très, très inégale dans le monde, elle est réservée grosso modo à l'Amérique du Nord, la Russie, la mer du Nord et le Moyen-Orient, les shale gazifères qui permettent l'exploitation de gaz de schiste sont distribués de manière beaucoup plus uniforme sur la planète, tant dans les Amériques qu'en Europe, en Asie. Et de nombreux pays commencent à développer cette industrie-là qui va multiplier la production de gaz naturel dans le monde et avoir un impact de réduction des coûts à travers la planète. On assiste alors non pas à un pic en termes de production d'hydrocarbures, mais à un transfert. Il est vrai que la production de pétrole est stable à travers le monde et va peut-être commencer à décliner, mais on ne se tournera pas à ce moment-là vers les énergies vertes, comme plusieurs l'avaient prédit. On va plutôt se tourner vers le gaz naturel, un autre hydrocarbure dont l'impact environnemental reste à mesurer. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous parlons aujourd'hui de l'impact des gaz de schiste sur la sphère énergétique mondiale, mais aussi sur l'environnement. L'exploitation des gaz de schiste, qui a bouleversé la planète, exige une occupation du territoire très importante. Et c'est souvent ça qu'on néglige quand on parle des transferts vers les énergies non conventionnelles, c'est qu'à mesure que les ressources faciles et surtout denses en énergie s'épuisent, on doit se retourner vers des structures beaucoup moins denses et qui exigent alors un traitement beaucoup plus grand, soit en termes de minerais, soit en termes d'espace. Dans le cas des gaz de schiste, les gisements ne sont pas limités à quelques bulles ici et là, mais occupent des dizaines de milliers de kilomètres à travers l'Amérique du Nord. L'industrie, depuis quelques années, s'est donc développée en augmentant son emprise sur l'Amérique du Nord. Les shales gazifères en Amérique du Nord existent à travers le continent américain, partent des prairies Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, pour descendre à travers le Wyoming, le Colorado, le Texas et remonter sur la côte est à travers la Louisiane, l'Alabama, l'Arkansas, le Kentucky, l'Ohio, la Pennsylvanie, New York et le Québec. On voit comme un grand fer à cheval qui déborde également vers les provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Contrairement aux réserves conventionnelles de gaz et de pétrole, le gaz de schiste a besoin d'un accès à tout ce territoire. En effet, une seule plateforme avec un seul forage vertical qui peut mener jusqu'à 16 puits horizontaux va être capable d'aller chercher du gaz naturel sur une superficie de 1 à 4 km² environ. Le problème, c'est que chaque puits voit sa production chuter très rapidement. On brise la roche, on la fracture, on libère le gaz naturel et en quelques mois, on va sortir une bonne partie de ce gaz-là. La production va alors chuter très rapidement et après un an, on risque d'être seulement à 10 ou 20% de la production maximale. Pour être capable de continuer à produire et à livrer le gaz demandé, l'industrie doit donc multiplier les puits et les fracturations, un après l'autre, pour garder le niveau de production totale en place. C'est la problématique associée avec tous les cycles de production vieillissants. Ici, on le voit à une échelle vraiment remarquable avec des occupations de territoire, et c'est déjà le cas au Colorado, au Texas, en Pennsylvanie, des occupations de territoire très importantes. Avant même qu'on se pose la question environnementale, et cette question-là, je ne la traiterai pas en détail aujourd'hui, on a ce problème-là de l'occupation du territoire qu'on observe. Donc, cette révolution-là du gaz de schiste montre deux aspects. Le premier aspect, et c'est important,
nous montre que l'industrie est capable de réagir de manière souvent inattendue aux grands défis auxquels on fait face. Tous ceux qui nous annonçaient qu'on allait manquer d'hydrocarbures dans les années à venir se trouvent